Alors, bonjour, René Yvon. Bonjour, Bienvenue à cette entrevue et merci de nous l'accorder. Alors, je vais, avant de commencer l'entrevue, de te présenter, malgré que les gens te connaissent pour la plupart. Alors, je suis Madeleine Saint-Jean et je vais m'entretenir avec toi. Je suis conseillère pédagogique au service de soutien à la formation. Et René accorde une entrevue au Trait d'Union Express, qui est le journal, la publication de notre service, le service de soutien à la formation, et qui est incarté dans les liaisons. Alors, on va pouvoir lire l'article qui sera publié probablement à l'automne. Alors, un mot sur René Yvon, que tout le monde connaît à l'université. Docteur d'honneur de la Faculté de médecine de l'Université de Bretagne occidentale, René Yvon est l'un des pionniers des approches pédagogiques mises de l'avant à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Aussi, il est professeur émérite de la Faculté de l'éducation de l'Université de Sherbrooke. Il a contribué de façon exceptionnelle et soutenue au développement de la pédagogie universitaire. Au cours des 10 dernières années, son expertise a été grandement sollicitée tant dans les colloques que dans les congrès internationaux et que par les institutions elles-mêmes. René Yvon a obtenu de nombreuses subventions d'organismes québécois, canadiens, européens pour réaliser des travaux dans le domaine de la formation professionnelle en pédagogie universitaire. Au cours de sa longue carrière à l'université, il a également été consultant pédagogique à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, ainsi qu'à la Faculté des génies. Il a été un des joueurs clés, je dirais, dans l'innovation pédagogique apportée au programme de premier cycle en médecine et en génie électrique et informatique. Alors, ça a été une longue carrière fructueuse, René Yvon, et j'aimerais d'emblée vous demander si votre façon de concevoir l'enseignement et l'apprentissage a bien changé au cours de ces années-là. Bonjour. Merci beaucoup de votre invitation. D'accord, bonjour. Bon, je vais commencer, je vais faire une petite introduction politique, je crois. Disons un peu, essayer de tourner autour, disons en tant que tel. Je dirais, il y a peut-être 40 ans, à la même époque, disons que j'avais été invité par M. Ruel et par M. Richard Joly à devenir professeur à la faculté et à commencer à donner des cours. Ces deux collègues sont devenus mes deux mentors par la suite, disons que m'ont appris beaucoup. Et à la question qui est posée, le premier cours qu'on m'a demandé de donner, la taxonomie de Bloom, c'est important parce que, disons, la taxonomie de Bloom a marqué vraiment, disons, toute l'Amérique, tout le continent nord-américain, en termes de philosophie de l'éducation, de pédagogie, en tant que tel. Donc, c'est peut-être un peu une introduction quand on dit la façon de changer, en tant que tel. C'était le premier cours que j'ai donné. Je dirais, oui, la façon d'enseigner a changé pour des raisons organisationnelles, structurelles. Souvenez-vous que c'était le début de la réforme en éducation. C'était le début de la démocratisation. C'était le début de l'accessibilité à l'université en tant que tel. C'était le début qu'on créait des programmes à l'université aussi, de plus en plus de formation professionnelle. C'était la syndicalisation qui commençait aussi dans les universités, dans les écoles secondaires. C'était le début de la CEQ. Il y a tout un mouvement, une effervescence qui se posait. Et c'est évident qu'on était influencé comme prof de faculté d'éducation. Le deuxième événement majeur que je dirais à l'époque qui nous a influencés, c'est, j'ai fait allusion à Bloom, mais on avait eu Rogers, on a eu le mouvement behavioriste, disons, à l'intérieur de tout ça. Et c'est certain que ça nous a marqué. C'était aussi le début, si vous vous souvenez, disons, des années 70 à peu près, c'était le début qu'on a commencé à demander des plans de cours, des syllabus, organisés selon des objectifs d'apprentissage, où on demandait de rendre explicite, clair au niveau des étudiants, les objectifs, les modalités d'évaluation. C'était tout nouveau, c'était tout récent des années 70 à ce moment-là. Façon de changer d'enseigner, oui, je pense que oui, parce que la première fois, disons, que j'ai enseigné ici, disons que je me souviens très bien, il y a 40 ans, la première fois, j'enseignais devant un groupe de 75 étudiants, profs, qui étaient des profs d'élémentaire du secondaire,
qui venaient pour se perfectionner, pour obtenir soit un brevet A ou soit une licence en pédagogie. Et je me suis retrouvé dans un auditorium de 75 personnes qui étaient, pour la très grande majorité à ce moment-là, des religieux et des religieuses. Des religieux et des religieux. Donc, extrêmement disciplinés dans un auditorium, extrêmement informatif, parce que c'était la taxonomie de Bloom, disons que très, très informatif comme activité d'enseignement. Ça a changé en tant que tel. J'espère que ça a changé, disons qu'en tant que tel, j'espère que ça a changé. Il n'était pas question de faire des petits groupes, de faire du travail en équipe dans un auditorium. Disons, remarquez que l'auditorium n'existe plus, disons qu'en tant que tel. Il a été démoli par la suite. Bon, oui, il y a eu des changements. Il y a eu des changements dans l'enseignement. Il y a eu des changements aussi dans les caractéristiques étudiants qui sont venus, dans les caractéristiques. Souvenez-vous des périodes de 1980, c'était un peu la période un peu olé, olé, olé. Maintenant, les étudiants, je considère que les étudiants sont extrêmement disciplinés. Ils viennent recevoir une formation professionnelle à l'université pour la majorité, ou une formation scientifique. Ils sont très disciplinés. Ils ont eu une période où ils étaient un peu moins disciplinés, disons en tant que tel, un peu plus contestataires, ce qu'on a pu maintenant. Je pense que dans les salles de cours, à ma connaissance, c'est exceptionnel. C'était aussi la période des comités de programme. C'était le début des périodes où on avait à rendre des comptes, disons, à nos collègues. Ce qui c'était récent, disons, il y a 40 ans. Maintenant, on considère ça normal, disons, en tant que tel. Je dirais brièvement, oui, pour ces raisons-là, ça n'a pas changé nécessairement, je dirais, dans le temps. Dans les salles de cours, il y a encore beaucoup de salles de cours traditionnelles, mais il y a, disons, par contre, une conscientisation de dire qu'on doit rendre des comptes. On doit, je dirais, aider l'étudiant à apprendre quelque chose. On doit aider l'étudiant à apprendre quelque chose. Je dirais, notre métier d'enseignant, en tant que tel, c'est pas moi qui l'ai dit, si je tiens à vous dire, c'est une expression que j'ai entendue, c'est de rendre les étudiants autonomes. De rendre les étudiants autonomes. Faire en sorte que les étudiants apprennent quelque chose. Et que nous soyons là pour les guider, les aider. Je pense que cette conception-là, dans les 40 dernières années, est entrée dans les mœurs de l'université. Disons, en tant que tel, qu'on ne se débarrasse pas des étudiants, ils sont là, ils sont présents, disons, en tant que tel. Et on doit s'occuper d'eux. Je dirais, à votre question, c'est ça que je répondrais pour tout de suite. Et le rôle du professeur comme tel, lui, a-t-il évolué, a-t-il changé si on considère, par exemple, par rapport à ses autres rôles, le rôle d'enseignant par rapport aux autres rôles du professeur, puis aussi en regard de l'innovation pédagogique qui a été introduite dans plusieurs facultés? Est-ce que le rôle du professeur a changé finalement? Il y a 40 ans, je reviens toujours à disant il y a 40 ans, disons que c'est pas pour nous vieillir, mais disons qu'il y a 40 ans, on recrutait des profs pour faire de l'enseignement. La demande de cours, de prestations de cours était très forte. Très, très forte à ce moment-là. Ce qui fait que dans la plupart des grandes facultés professionnelles sur le campus, on cherchait des enseignants. On cherchait. Dans le temps, le mouvement de la recherche a pris beaucoup, beaucoup d'importance. Et la recherche est devenue prioritaire par rapport à l'enseignement, selon moi, au niveau de l'université. Si on considère qu'il y a encore des facultés qui ont 40 % de professeurs réguliers ou 50 % de professeurs réguliers, il y a énormément de chargés de cours en tant que tel. Et les professeurs réguliers sont soumis à des pressions très fortes de production scientifique, de demande de subventions. Ce qui fait que c'est évident que la prestation d'enseignement a peut-être été mis de côté par rapport à il y a 30 ans, il y a 40 ans, où ce besoin de prestation de cours est extrêmement important. Je dirais que c'est la première chose. La deuxième chose, l'évaluation de l'enseignement. Un mouvement qui est arrivé, disons que c'est l'évaluation de l'enseignement. Pardon. L'évaluation de l'enseignement est arrivée, l'obligation d'évaluer, de se faire évaluer donc, comme enseignant est apparue. Remarquez en parenthèse, de façon ironique, je ne sais pas si ça servait à grand-chose, disons en tant que tel.
je ne sais pas si on s'en sert vraiment, disons, de l'évaluation de l'enseignement. Mais c'est apparu. Ce n'est pas une épée de Damoclès sur la tête des profs, mais c'est présent. C'est présent, cette évaluation de l'enseignement. Il est apparu aussi de plus en plus des tâches externes de rayonnement, de participation à différents comités, à différentes organisations, soit intra-universitaires ou soit extra-universitaires, d'organisation de congrès, de participation à des colloques, symposiums, etc. Ce qui fait que la dimension enseignement n'a plus eu cette importance qu'on avait il y a 30 ans. Je ne dis pas, regardez, remarquez bien, là, disons qu'en tant que tel. Parce que nos deux tâches prioritaires comme prof d'université sont vraiment de l'enseignement et de la recherche. Mais les tâches externes ont pris beaucoup d'importance. Les tâches administratives, les tâches de développement, j'arrive à votre point, les tâches de développement. Je pense qu'on est soumis, disons, à développer, et on est soumis à développer dans notre propre université, à Sherbrooke, une petite université extraordinaire, mais on est reconnu pour le développement. Que ça a commencé autant avec les stages, autant que ça continue avec, on parlait de médecine de tout à l'heure, de génie mécanique, ensuite génie informatique, électrique, administration. Notre propre faculté, disons, que développer des programmes innovateurs, on est soumis à développer. Que ce soit dans le domaine de la technologie, de l'information. On a été des précurseurs dans le domaine de la technologie de l'information. À Sherbrooke et à la faculté d'éducation. On est soumis à être tout le temps en voie de développement. C'est exigeant d'être en voie de développement. On ne peut pas s'asseoir et être sur la base des routines. D'accord? C'est exigeant. Parce que nous sommes tout le temps à penser qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qu'on veut avoir. Il y a eu des mouvements aussi, disons, dans l'université qui ont été extrêmement importants. Disons que la mise sur pied du service de soutien à la formation, qui a aidé, collaboré au développement, au perfectionnement professoral. Ça aussi, c'est innovateur par rapport aux autres universités. On a été les premiers qui sont revenus. Disons, par rapport à ça, autant Laval que Montréal avaient mis de côté. Ils sont revenus associés, mais l'université a créé pour soutenir l'innovation. Il y a eu les grands projets d'innovation de l'université, les grandes innovations pédagogiques. C'est unique. Les autres universités, nos collègues des autres universités nous ont enviés. Ils nous envient que l'université ait mis à notre disposition les grandes innovations pédagogiques. En même temps, c'est extrêmement positif, mais en même temps, je dis, ça a occupé notre temps aussi dans nos temps, dans le développement pédagogique. Nous autres, ça nous a mis un peu de côté par rapport à l'enseignement. Je dirais que c'est globalement mes premières... D'accord. Et par rapport à l'innovation pédagogique, on reviendra plus tard. Parce que certainement, le rôle a certainement changé du professeur avec les innovations pédagogiques. C'est sûr que son rôle au niveau du rayonnement, de la recherche, tout ça, ses grands rôles institutionnels ont changé. Oh oui. Mais comme enseignant, avec les innovations pédagogiques, j'imagine que là aussi, ça change beaucoup le rôle. Bien, on n'a plus le droit de plus savoir qu'est-ce qui se passe à côté. On n'a plus le droit de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe à côté de chez nous. Je dirais, on n'a pas le droit non plus de ne pas se sentir influencé par ce qui se passe autour de nous. Disons que nous sommes une petite université, donc tout devrait se savoir et tout se sait aussi. Et les expériences heureuses, les success stories, devraient contaminer, influencer. D'accord? Donc, dans ce sens-là, ce que vous venez de dire, c'est exact. Les innovations devraient nous préoccuper. Et c'est normal, on devrait être dans cette situation-là. Parce qu'il y a des choses majeures qui ont changé. Je disais il y a 40 ans, mais maintenant, il faut qu'on pense qu'on doit être centré sur le contenu, bien sûr, mais centré sur l'étudiant, centré sur la collaboration, centré sur l'équipe, sur le travail en équipe. Ce sont des choses différentes. Et on n'est plus juste centré sur le contenu. Il faut penser aux autres dimensions de la formation professionnelle ou de la formation scientifique. On ne travaille plus seul. D'accord? On ne travaille plus seul. On travaille avec d'autres. Et on se doit de travailler avec d'autres. Et c'est ça que les principales innovations, disons, qui ont eu lieu à Sherbrooke et qui ont lieu actuellement, on favorise
centré sur l'étudiant, centré sur sa capacité de travail, centré sur son développement personnel et professionnel. Oui. D'accord. Je vais vous faire un pont en arrière. Oui. Là, on vient de parler d'innovation pédagogique. Là, je vous retrempe dans le concept de culture générale. Ça, c'est un vieux concept. Alors, est-ce que ça a encore sa place, la culture générale, dans la formation actuelle? Et si oui, comment vous la concevez, cette culture générale? Souvent, j'ai le regret de dire, après toutes ces années, de penser que dans nos propres programmes de premier cycle en particulier, parce que souvent, on attend au deuxième et au troisième cycle, et je considère que c'est le très petit nombre d'étudiants qui se rendent au deuxième et au troisième cycle. Souvent, j'ai le regret de ne pas voir dans nos enseignements de premier cycle des activités de formation générale que j'appelle de philosophie de l'éducation ou de philosophie tout court, de philosophie de l'histoire des disciplines, de la connaissance des disciplines, de l'introduction aux disciplines, aux différentes professions qu'on a durant le temps. J'ai le regret. C'est-à-dire de donner une enveloppe historique, philosophique, sociologique, qu'on vit dans un contexte donné, à un moment donné de notre histoire. On n'est pas arrivé comme ça. On n'est pas arrivé comme ça. On ne forme pas des maîtres comme ça tout d'un coup. Il y a eu des événements. Si je pense actuellement, disons que si je pense à toute la question de l'enseignement au niveau primaire et secondaire, il y a des problématiques. Il y a des problématiques majeures. Je pense qu'il faudrait avoir des fondements pour bien saisir ces problématiques-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans la société pour qu'on arrive à ces phénomènes-là? À ces phénomènes de droit à part qui continuent, qui demeurent, ces phénomènes d'abandon scolaire, d'échec scolaire. Il y a une historicité. Pourquoi on demeure à ça? J'aimerais qu'on connaisse l'histoire de ce qu'est un enseignant. D'où ça vient un enseignant? C'est quoi son importance dans la société? D'accord? Et non plus en termes de dévalorisation, en termes de valorisation en tant que tel. C'est un métier extraordinaire, être enseignant. On a la capacité d'influencer l'apprentissage d'enfants, de tout âge, et jusqu'aux adultes. J'aimerais que les gens connaissent, que les étudiants connaissent d'où ça vient, où ça s'en va, qu'est-ce qui influence par rapport à ça, à quelle pression que les enseignants sont soumis. Oui, de la formation générale, j'aimerais beaucoup que ça revienne. La forme, les expériences qu'on avait eues à la faculté d'éducation ont toujours été un peu tristes. Parce que la forme qu'on mettait par rapport à ça, c'était toujours des activités qu'on mettait de fin de troisième année. De fin de troisième année, entre le moment où l'étudiant part et les stages. Donc, il n'y a rien de sex-appeal de faire de la philosophie de l'éducation. Il n'y a rien de sex-appeal de faire de l'histoire de la discipline en tant que telle. Il n'y a rien de sex-appeal par rapport à ça. Cependant, moi, je crois que si dès le départ, les étudiants sont curieux. Lorsqu'ils arrivent à l'université, ils sont curieux. Ils sont curieux, puis ils sont disciplinés, comme je disais tout à l'heure. Ils acceptent ce que nous considérons comme important. Si nous ne considérons pas important comme une discipline X, cette base-là, eux non plus ne la considéreront pas comme importante. Donc, c'est nous, comme équipe de profs, nous disons à considérer important. Si on ne le considère pas, c'est évident, ça donne rien de le mettre. En ce qui me concerne, moi, je considère important. Et on devrait le mettre dès les curriculums, dès le départ, avec des formes pédagogiques, par contre, des approches pédagogiques différentes, disons, en tant que telles. Mais d'amener les étudiants à réfléchir sur qu'est-ce qui se passe dans notre société. Oui. Et qu'est-ce qui devrait faire partie, selon vous, d'une formation de qualité universitaire pour vraiment bien former les jeunes en 2005? C'est une grande question. Disons que je dirais en 2005, former nos étudiants. Bon, la première chose, c'est évident qu'on va dire, c'est l'expertise disciplinaire. Moi, je pense que, disons, c'est évident. Disons, c'est l'expertise disciplinaire. Mais ce n'est pas un entonnoir. C'est pas un entonnoir. C'est l'expertise disciplinaire, c'est-à-dire de faire en sorte que les étudiants possèdent un noyau dur de connaissances solide. Mais, je dirais que c'est un premier élément. Il y a d'autres éléments qui sont aussi majeurs. Le deuxième majeur, je disais au tout début, c'est d'apprendre à apprendre quelque chose parce que, disons, c'est de la formation continue maintenant. Un étudiant qui sort à l'université voit ses connaissances dans plusieurs des disciplines
devenir inutile, très rapidement. L'évolution de la connaissance, l'évolution des sciences devient tellement importante qu'il faut que l'étudiant aussi apprenne à apprendre des choses et à continuer à apprendre des choses. Je pense que cette dimension-là, c'est la deuxième caractéristique fondamentale qu'on devrait avoir. Troisième caractéristique, collaboration. Apprendre à travailler, à collaborer. Dans les milieux dans lesquels on est, disons qu'en tout cas, dans les dernières années, depuis quand même 20 ans, 15-20 ans, que j'ai eu à travailler dans différentes situations, dans différentes universités, avec différents groupes d'industriels, de professionnels, etc. La collaboration. Apprendre à travailler en collaborant. Disons, en collaborant. Se respecter les uns les autres. Se respecter les uns les autres. Je pense que de collaborer, il faut apprendre ça à l'université. Il ne faut pas apprendre ça sur le terrain. Sur le terrain, c'est trop tard. On se casse la gueule. Il faut qu'on apprenne à collaborer. Mais je dirais apprendre à collaborer, ça veut dire pour les étudiants, il faut qu'ils voient leurs profs collaborer entre eux. Il faut qu'ils voient leurs profs travailler de façon interdisciplinaire. Il faut qu'ils voient leurs profs travailler ensemble, partager ensemble la connaissance, d'accord? Partager ensemble des défis professionnels en tant que tel. Je pense que ça rentre dans cette influence qu'il peut avoir. Dernière dimension que je dirais, nous sommes dans une société de changement, mais disons que c'est pas préparé à l'avance. C'était dans ma tête, ça fait longtemps, parce que c'est une préoccupation qu'on a, la dimension éthique. C'est pas à cause de Gomery. C'est pas à cause de Gomery, c'est la dimension éthique. La dimension de respect des étudiants. Profondément, pour les étudiants, il faut qu'ils voient de leurs profs les respecter. Donc, ils vont apprendre à se respecter. Qu'ils apprennent l'éthique. L'éthique. L'éthique, c'est ce que j'appelle l'éthique au quotidien. De savoir vivre au quotidien, de savoir respecter les autres au quotidien en tant que tel. Je pense que c'est une des dimensions très fortes qu'il faut qu'ils apprennent. Et qu'on leur apprenne durant leur formation universitaire, durant les 4 ans de formation universitaire. Je dirais presque qu'on les conditionne à vivre éthiquement, qu'ils deviennent des enseignants éthiques au quotidien, de respecter l'étudiant qui lève la main, de ne pas faire semblant de ne pas le voir parce que je ne l'aime pas, disons en tant que tel, de respecter quand j'évalue parce que les conséquences de l'évaluation sont extrêmement importantes. Elles peuvent jouer sur l'avenir d'un étudiant, Donc, éthique, très, très fortement. Donc, expertise de professionnel, disciplinaire, collaboration, c'est évident, disons, apprentissage pour la vie. Apprendre, se donner, avoir des outils de formation. On parle de plus en plus de la technologie de l'information, comment maîtriser cet outil, au-delà de faire du PowerPoint, comment s'en servir pour apprendre, pour collaborer, pour travailler ensemble, pour continuer à vivre. Ils n'ont pas s'arrêter. L'université ne s'arrête pas là. Elle commence, je dirais, après qu'on sort de l'université. Elle commence là. Souvent en médecine, lorsque je commençais à travailler en médecine, donc, maintenant aussi, il y a 50 des connaissances qu'on acquiert qui sont désuètes à la fin de notre formation. D'accord? 50 qui sont désuètes. Et dans les 50 qui restent, on s'en souvient à peu près peu de celles qu'on a apprises. Donc, il faut se donner des outils pour maintenir notre expertise professionnelle, notre compétence professionnelle, dans ce sens-là. Donc, c'est des caractéristiques. Oui. Plutôt que de vous poser un peu la question sur les caractéristiques essentielles d'une formation de qualité dans les formations professionnelles, vous avez quand même laissé, avec l'autre question, pas mal le portrait. Est-ce que je serais peut-être juste sur l'expertise professionnelle, l'expertise disciplinaire, ce que vous soulignez. Comment on développe l'expertise disciplinaire? Puis est-ce qu'il y a un lien avec tout le mouvement qui essaie de développer chez les étudiants une capacité de réflexion sur leur action? Là, c'est comme une question lancée vraiment Comme ça. Comme ça. J'ai l'habitude de dire ceci. Beaucoup de mes collègues vont retrouver ce que je dis souvent. Quelqu'un qui est compétent, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il sait.
Et quelqu'un qui est incompétent, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. D'accord? Et je dis tout le temps, quelqu'un qui est incompétent, c'est dangereux. C'est dangereux, disons. C'est dangereux dans le circuit des professions dans lesquelles on peut exercer. Donc, quand on parle d'expertise professionnelle, on parle, c'est évident, de compétences. On parle de compétences. Il faut savoir les choses pour savoir ce qu'on ne sait pas. D'accord? Ou apprendre ce qu'on va avoir à apprendre. Donc, ce qui fait que la question de réflexion, que nous, les psychologues cognitivistes ou les sciences cognitives, vont dire la métacognition, disons en tant que telle, cette capacité d'auto-évaluation, elle est majeure. Mais elle est dès le départ de la formation, dès, je dirais, la première journée. Elle se vit maintenant à l'école primaire. Si on va dans les écoles primaires actuellement, les enfants apprennent à s'auto-évaluer. D'accord? Apprennent. Mais si eux commencent à apprendre à s'auto-évaluer, nous, au niveau universitaire, cette réflexion-là, cette évaluation, cette auto-évaluation, cette capacité d'avoir des stratégies qui nous disent « je sais ce que je sais ». D'accord? C'est pas de la magie. C'est pas de la magie de l'expertise professionnelle. C'est quelque chose vraiment de concret, au quotidien. Au quotidien. Mais ça doit être autant automatisé que des procédures. Des procédures. Que du fonctionnement. D'accord? Que de la procéduralisation pure et simple. La réflexion, la métacognition doit être autant automatisée chez nos futurs diplômés que les domaines très automatisés. D'accord? Que de savoir une règle de 3. Il faut que ça soit automatisé. Est-ce que j'ai donné la bonne réponse? Est-ce que j'ai posé le bon geste? Si c'était à refaire, qu'est-ce que je referais? D'accord? Est-ce que je m'interroge sur les conséquences de ce que j'ai fait? Donc, il faut que ça soit automatisé. Automatisé. Donc, il faut continuellement penser, réfléchir, amener nos étudiants à réfléchir et à s'auto-évaluer. À s'auto-évaluer. Eux, d'accord? Et non pas, c'est très facile de critiquer les autres, mais nous, soi-même. Mais c'est évident qu'il faut l'expertise disciplinaire au départ pour le faire. Si je ne sais pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Là, j'ai pairé, disons, l'expertise disciplinaire avec la métacognition, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qu'un professeur doit prendre en compte, disons, pour développer l'expertise disciplinaire? Bien, je dirais. Il y a d'autres, disons que là, je reviens sur mes terres. Je reviens sur mes terres en disant, c'est évident que je dirais les approches pédagogiques. Il y a des approches pédagogiques qui vont favoriser davantage, disons, cette capacité de réflexion, cette capacité de développer la compétence à la collaboration, que d'autres approches. Je pense, s'il est difficile, je pense que, disons, il faut que je fasse toujours attention pour ne pas choquer les chastes oreilles de mes collègues, mais disons que de dire, il est peut-être plus difficile, disons, lorsqu'on est dans une situation, disons, de cours magistral, en 100 étudiants ou à 75 étudiants, un cours informatique, ou que les notes de cours sont déjà sur place et que le prof relit les notes de cours qu'il a déjà distribuées aux étudiants et qu'il y a peu d'échanges, je pense que la capacité de réflexion, d'auto-évaluation, de collaboration devient plus mince, disons en tant que tel. Si je pense à ces approches, disons, ces approches, disons, je pense, peuvent développer la capacité de formation continue des étudiants en tant que tel, parce qu'ils ont toutes les réponses, ce que j'appelle la pédagogie de la réponse, et non pas dans notre langage de la pédagogie de la découverte, la curiosité intellectuelle, la capacité d'aller chercher, d'aller se documenter, d'entrer au moyen des technologies de l'information, d'aller dans les sources, de se faire une tête sur la chose. Mais si ce que j'appelle la pédagogie de la réponse, tout est là à l'avant, que je n'ai qu'à reproduire à l'examen les notes de cours du prof, bien écoutez, je pense que à ce moment-là, c'est limité.
C'est évident que, étant dans le domaine de l'innovation pédagogique depuis quelques années, n'est-ce pas, je favorise des approches centrées sur l'étudiant. Moi, je pense qu'à l'université, que l'étudiant qui arrive à l'université, il sait lire et il sait écrire. S'il sait lire, donc, il peut avoir accès à de la documentation. Il peut faire de la recherche de la documentation, d'accord? S'il sait écrire, bien, on peut lui demander de produire des choses, et non pas produire à sa place, en tant que tel. Donc, il faut le mettre dans une situation obligatoirement de production, d'accord? De création. Si on veut développer la collaboration, bien, il faut le mettre dans des situations de collaboration en tant que tel. Sinon, bien, écoutez, on ne le développera pas en collaboration. C'est pour ça que je dis l'expertise, les approches pédagogiques vont avec l'expertise. Il est reconnu dans la littérature scientifique actuelle. Disons que certaines approches pédagogiques développent davantage l'expertise professionnelle. D'accord? Mais je ne me permettrai pas en disant que l'approche par problème, c'est la meilleure, l'approche par projet, c'est la meilleure, disons, mais ce sont d'excellentes approches pédagogiques, c'est évident. Il y en a d'autres. Pour développer l'expertise professionnelle. Exactement. D'accord. Alors, c'est certain, c'est évident que votre intérêt pour la pédagogie universitaire, elle est vivante. Et en introduction, je disais comment vous avez été quand même une personne qui a beaucoup contribué au développement de la pédagogie universitaire à l'Université de Sherbrooke. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les actions qui ont eu cours, en tout cas qui ont un peu étalé le parcours du développement de la pédagogie universitaire à l'Université de Sherbrooke? Et quels sont les éléments, disons, qui ont été de soutien, de support versus les difficultés rencontrées, les embûches en cours de route, en fait, qui ont... Les irritants. Les irritants qui ont créé des difficultés. Disons qu'au départ, je pense que l'expérience de pédagogie universitaire a commencé non pas au niveau universitaire, mais elle a commencé au niveau de l'enseignement supérieur. Elle a commencé avec mes collègues Jacques Tardif et Roland Viault dans le cadre de la formation du perfectionnement des profs de collège, dans le cadre de performance. À cause de la faculté d'éducation, où nous avons mis sur pied une maîtrise de recherche à l'intention des professeurs de collège. Et en particulier à Rivière-du-Loup, Sept-Îles, Rimouski, un ensemble de profs. Et l'expérience a commencé de la façon suivante, c'est que nous avons vécu l'expérience en étant les trois en même temps dans la salle de cours. Nous avons tout préparé ensemble, tous les syllabus ensemble. Et c'est pourquoi je disais ça, je disais, si un d'entre nous devient malade, il y a un accident, c'était le point de départ, de dire, bien, il faut que les autres puissent continuer les activités, disons, en tant que tel. Et on s'est pris au jeu. On a travaillé très fort, on s'est engueulé, on s'est amusé, mais on a commencé cette expérience de former des collègues, de perfectionner des collègues à ce moment-là. C'était qu'est-ce qui nous a mis vraiment, disons, donné le goût de vivre ces expériences, d'aider nos collègues à se perfectionner professionnellement dans le domaine de l'enseignement. Cette expérience-là a duré plusieurs années. On a revécu l'expérience à Montréal, on a vécu ailleurs l'expérience. C'était des réussites, je pense, assez reconnues. Le deuxième mouvement, à la suite de ça, avec les présidents de syndicats, les responsables syndicaux, Faculté des sciences appliquées, et le SPUS, à l'époque, vers 85, à peu près 87, je ne me souviens plus, on a mis sur pied des ateliers de pédagogie universitaire où on a invité nos collègues. De l'université à participer à cette activité-là. Ce qui fait qu'à Jacques Tardif, Roland Viault, s'est ajouté d'autres personnes, comme Fernand Serre, s'est ajouté Trèfle Michaud, bon, des gens qui ont travaillé avec nous. Donc, on a mis sur pied un ensemble d'ateliers l'été, au mois de mai, pour nos collègues de l'université. Ça a super bien fonctionné. À la suite de cette expérience-là, nous l'avons tenue 2 années, nous avons décidé de tenir un sondage
de l'ensemble de l'université, des profs de l'université. Nous avons eu un taux de réponse à ce moment-là, si je me souviens, de 60 % à peu près, demandant aux gens s'ils étaient intéressés à la pédagogie universitaire, nos propres collègues, là. Disons que ce n'était pas offert pour les autres, d'accord? Nos propres collègues. Et de dire, est-ce que vous êtes intéressé, quel type d'activité? Le taux de réponse était à peu près de 60 % pour l'ensemble des profs de l'université. C'était extrêmement intéressant, disons, en tant que tel, parce que les profs ont dit oui. On dit oui, qu'ils étaient intéressés. Ce qui fait que certains de notre expérience, de nos résultats, nous sommes allés à l'université, la direction de l'université. Et ceci a été un de nos gros héritages, un gros échec aussi, en tant que tel, pour convaincre la direction de l'université de nous aider à mettre sur pied, parce qu'on ne pouvait pas faire ça sur le bras de façon continue, parce que la demande de... Et la direction de l'université, à ce moment-là, a refusé, en disant, bon, deviens professeur, on est professeur, donc j'ai appris comme ça, je suis devenu professeur comme ça, et je suis bon professeur. Point. Pas besoin de perfectionnement. Ce qui fait que, disons que c'est mon petit côté méchant de l'époque, là, disons qu'on s'est arrêté. On s'est arrêté parce qu'on a dit, si on n'a pas notre soutien de notre propre direction, comment qu'on pouvait-on? Et ceci s'associe aussi à cette période aussi que la valorisation de l'enseignement dans les promotions n'existait à peu près pas. L'enseignement, la qualité de l'enseignement dans les promotions, à cette époque-là, n'existait pas. C'était la recherche. Ça aussi, c'était un héritage majeur. Pourquoi se perfectionner en enseignement quand c'est pas ça qui est payant? Pourquoi? Pourquoi devenir meilleur professeur? C'est pas payant. Ce qui est payant, c'est d'obtenir une subvention de recherche, qu'importe le montant. D'accord? Ce qui est payant, c'est de faire un article. C'est ça qui est payant. C'est pas ce que je fais dans une salle de cours. Ça, c'est mon plaisir personnel, mais c'est pas valorisant, disons, professionnellement. D'accord? Et je pense que c'était une période, disons, un peu chaude. Un peu chaude à ce moment-là. Ce qui fait qu'on s'est mis un peu de côté. On s'est mis un peu de côté. En ce qui me concerne, ben, j'ai commencé à travailler à l'extérieur. Disons, de dire, je vais faire de la pédagogie universitaire ailleurs, où les gens voudront que j'en fasse. Et depuis ce temps-là, j'en fais quand même pas mal, disons, en tant que tel. Mais je dirais que c'était des irritants. Par la suite, on a recommencé, par contre. On a fait des choses que je pense extraordinaires. Il y a eu l'École internationale de pédagogie universitaire, francophone, qu'on a fait durant 5 ans, qui a regroupé des gens de différents pays francophones à travers le monde. C'était une expérience extrêmement heureuse. Il y a eu la mise sur pied du diplôme de pédagogie universitaire qui existe actuellement et qui va bien, qui roule bien, disons, qui se donne à Longueuil, au campus de Longueuil, et qui roule très bien, disons, en tant que tel. Je pense qu'il y a eu des success stories, mais il y a eu des irritants. Il y a eu des irritants. Et je ne suis pas certain encore aujourd'hui, puis vous êtes très prêts pour le savoir, disons que je ne suis pas certain encore aujourd'hui que ce sens de pédagogie universitaire, cette valorisation de l'enseignement existe. D'accord? Je ne suis pas certain. Disons que je m'interroge parfois, disons, en tant que tel. Malgré beaucoup d'efforts, disons, en tant que tel. Oui? Avec ce que vous soulignez tout à l'heure, qu'il y a quand même un appui maintenant de la direction au niveau des concours d'innovation pédagogique, qu'il y a eu quand même pas mal d'expériences d'innovation à l'université. Il y a quand même plusieurs points où je pense qu'on valorise en tout cas l'innovation. Comment vous le voyez aujourd'hui, là? Est-ce que vous pensez que c'est quand même, il y a un noyau suffisamment important pour que on puisse considérer qu'à l'Université de Sherbrooke, la pédagogie prend une place, une certaine place? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Disons que les directions universitaires, dans les dernières années, je pense qu'on fait un effort exceptionnel. Un effort exceptionnel pour reconnaître la qualité de l'enseignement. On fait un effort exceptionnel pour mettre sur pied sur des programmes d'innovation, pour les soutenir, les développer. Moi, je pense que c'est des choses. On vient de vivre le mois de pédagogie universitaire qui est connu, disons, qui est reconnu. Vous faites un travail, disons, je pense, remarquable de soutien, de développement en tant que tel. Je me permets de dire que c'est passé. Personnellement, je pense à tout ceci. Je pense qu'il faut
Et je l'ai dit souvent, je ne le dis pas, je le dis probablement la première fois publiquement, mais mes amis le savent. Il faudrait que quelqu'un en autorité dans chacune des facultés soit responsable de la pédagogie universitaire, en support avec le service de soutien à la formation, qui est un vice-doyen responsable de la pédagogie, de la qualité de l'enseignement, pas des programmes, pas un disons, mais un vice-doyen, quelqu'un en autorité qui puisse accompagner avec votre aide service de soutien à la formation les collègues de la faculté. D'accord? Que ça devienne, dans les facultés, une condition, la qualité de l'enseignement. D'accord? C'est toujours un dilemme, remarquez bien. Hein? Moi, je considère que c'est toujours un dilemme. Nos étudiants à l'Université de Sherbrooke sont heureux, sont satisfaits des formations quand ils sont partis. D'accord? Lorsqu'ils partent. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on devrait aller plus loin? Moi, je dirais oui. On a cette capacité à l'Université de Sherbrooke parce qu'on est une petite université, on se connaît, les systèmes hiérarchiques sont très minimaux, disons, en tant que tel. On se côtoie, disons, il y a beaucoup d'interdisciplinarité, beaucoup. Moi, je pense qu'on est rendu où on pourrait, dans chacune des facultés, reconnaître. Là, c'est un peu comme s'il manquait un saut, qu'il manquait une étape. L'université reconnaît, des profs reconnaissent, le service de soutien, mais des facultés, parfois, je n'ai pas toujours l'impression qu'on reconnaît. On est pris avec des problèmes de budget, mais ce qu'on veut surtout développer, c'est la recherche. D'accord? Il y a toujours des vice-doyens à la recherche. Il y a des vice-doyens à l'enseignement, mais des vice-doyens à l'enseignement sont des vice-doyens administratifs. D'accord? Disons, ce ne sont pas des vice-doyens au développement de la pédagogie, en ce qui me concerne, à ma connaissance. Et je peux me tromper. Je pense que c'est le pas qui peut aller plus loin. Mais la direction de l'université fait nous propose des choses, des dossiers magnifiques, des défis magnifiques, et favorise par ces programmes d'innovation pédagogique en particulier, majeurs, disons, ce développement de la pédagogie et cette réflexion continue, disons, en tant que tel. J'ai le plaisir, je pourrais de dire, que je travaille bien sûr avec des équipes d'innovateurs. Des équipes d'innovateurs, c'est extrêmement exigeant. C'est excessivement exigeant. Ça veut dire mettre en commun, disons, presque perdre son individualité pour travailler en équipe à développer un projet commun d'enseignement. Des projets communs d'enseignement. Ça veut dire qu'on construit maintenant des projets de cours, non pas pour un prof, mais pour une équipe de profs. Donc, il faut que chacun mette un peu de l'eau dans son vin. On construit des examens, non pas un examen, des examens communs. On construit tout un ensemble de projets, non pas un, mais collectivement des projets. Ce qui fait que dans les expériences, les dernières expériences que j'ai vécues, c'est très exigeant pour les professeurs de vivre cette innovation. C'est profondément exigeant. Parce que c'est de remettre en question, se remettre en question continuellement. Continuellement, d'accord? C'est parce que aussi dans les expériences d'innovation pédagogique qu'on vit à Sherbrooke, c'est du partenariat. C'est du partenariat étudiant-prof, d'accord? Il n'y a pas cette hiérarchie. C'est partenariat étudiant-prof. Ça veut dire, les expériences qu'on vit, ça veut dire qu'à chaque semaine, les équipes de formateurs se rencontrent, mettent en commun leurs points forts, mais leurs difficultés, leurs interrogations. Ça veut dire qu'à chaque 2 semaines, les étudiants de chacune des sessions de formation viennent dire ce qui leur a plu et qu'est-ce qui ne leur a pas plu, qu'est-ce qui est amélioré. Ça veut dire qu'on est tout le temps en situation de miroir. Et c'est exigeant. C'est exigeant. Par rapport à être seul, devant une salle de cours, devant 50 étudiants, et je ferme la porte et je m'en vais après. Là, je ne m'en vais pas après. Souvent, le travail commence après. Donc, c'est très exigeant. Et je trouve profondément courageux les profs qui le vivent. Ils sont engagés, ils y croient, mais profondément courageux. Oui? Je pense qu'on a assez
assez bien, en tout cas, cerné certains points. Est-ce que vous êtes satisfait là, de tout ce que vous avez pu amener? On va laisser la parole à d'autres questions, par exemple, de vos collègues qui sont ici dans Moi, la j'aimerais salle. juste dire quelque chose, peut-être, Oui. disons à la Oui. fin. Des collègues sont ici, mais on ne vit pas une expérience comme ça de 40 ans sans la vivre seule. On la vit en collaboration avec d'autres. On la vit en amitié avec d'autres. On la vit en partageant avec d'autres. On la vit des fois en se cassant la gueule avec d'autres, disons, en tant que tel. Disons que je pense que, il y a profondément des gens avec lesquels, disons, depuis 40 ans, que j'ai eu le plaisir de travailler, de collaborer. L'année dernière, il y a quelques mois, l'université a reconnu, dans le cadre du 50e anniversaire de l'université, nous a attribué à Jacques Tardif et moi un lauréat, disons, pour le développement de la pédagogie universitaire. Nous en avons été excessivement fiers. Pour la raison qu'elle rejoint l'ensemble de nos collègues. On ne peut pas, disons, faire ça seul. Et je pense que les gens nous ont soutenus. Les doyens, mes amis doyens m'ont soutenu, disons, mais parfois avec courage, avec abnégation, disons, nous ont soutenus. Et je pense que tous les collègues, disons, avec lesquels j'ai travaillé, de ma faculté, des autres facultés, je les trouve très courageux d'avoir pu travailler avec moi. Je les remercie beaucoup. Est-ce que vous aimeriez adresser quelques questions à René Yvon? Oui. René, tu nous as fait faire un cheminement ce matin assez particulier, partant de la taxonomie de Bloom, en passant par les syllabus, les plans de cours et l'innovation, la créativité, l'adaptation aux situations nouvelles et imprévues, pour ne citer que Piaget, qui définit l'intelligence pour cette œuvre magistrale. Je voudrais d'abord te remercier parce que j'ai vécu moi-même auprès de toi un accompagnement assez signifiant lorsque tu étais ici à la faculté de 73 à 82. Tu étais mon directeur de département, mon vice-doyen et mon doyen. Et j'ai bien apprécié cet accompagnement, cette collaboration dont tu parles tant. Je pense que tu la vivais auprès de tes profs à la faculté d'éducation chez moi. Ce que j'aimerais peut-être souligner au niveau de l'enseignant, tu mentionnais dans ta conférence que c'était important de définir ce qu'est l'enseignant et comment, ce qu'il fait au niveau de l'action sur sa réflexion et la réflexion sur son action, en fait. Et pour moi, l'enseignant est davantage un passeur d'une rive de questionnement à une rive d'appropriation de la connaissance. C'est le passeur qui permet de passer d'une rive à l'autre, du questionnement à cette construction de la connaissance qu'il doit faire lui-même à travers ce qu'il reçoit, etc. L'autre élément, c'est le créateur de réseau. Pour moi, un enseignant, c'est un créateur de réseau. Tu as parlé beaucoup de collaboration avec les autres enseignants, etc., avec mes collègues universitaires, etc., entre les étudiants, etc. Et je pense que ce que l'on retient, c'est ce que l'on a construit en réseau, en groupe, et ce que l'on a, et ce qui a émergé de notre réflexion en groupe, etc. Et j'aimerais peut-être et ma question est celle-ci, en quoi la pédagogie universitaire que vous avez développée en médecine, on est parti des cours magistraux qu'on avait autrefois en médecine à des cours thématiques où l'étudiant se met lui-même en recherche, va dans les bibliothèques, etc., définit telle maladie, etc., et voit les symptômes, etc. Et il construit donc sa connaissance. En quoi cette pédagogie-là peut-elle nous aider au niveau primaire, élémentaire, etc., à développer une pédagogie, je dirais, d'appropriation de la connaissance, de construction de la connaissance? Ma question est très vaste, là, mais j'aimerais que tu nous donnes des pistes. Elle est particulièrement intéressante, ta question. Je dirais, en quoi, je dirais, le premier élément, c'est peut-être l'élément le plus important au départ, c'est que c'est contextualisé. C'est contextualisé. C'est motivant. C'est motivant. J'apprends quelque chose pour quelque chose, d'accord? Pour pouvoir ensuite le décontextualiser, dégager des règles, des principes, etc. Un peu comme l'enfant, disons, que j'aurais pu commencer, puis Madeleine le sait, en disant,
mon expérience d'enseignement a commencé avec la maternelle. Avec des enfants de maternelle, il faut graduellement commencer, comme tu dis, construire la connaissance. Y aller pas par pas. Pour décontextualiser les choses par la suite, pour qu'il y ait un ensemble de règles, de principes qui se régulent. Mais c'est contextualiser. Et contextualiser, ça veut dire motivant. D'accord? J'apprends quelque chose de signifiant. Et non pas d'inutile. Et non pas in abstracto. D'accord? Ensuite, je dégagerai des règles, des principes pour pouvoir recontextualiser, mettre en situation d'application, de transfert, d'intégration. Moi, je dirais que c'est ça fondamentalement l'approche médecine, c'est fondamentalement l'approche génie aussi. C'est de commencer de cette façon-là, de permettre aux gens de se mettre en situation de résolution de problèmes. Et dans ce sens-là, pour un enfant, composer 5 lignes, c'est un problème. Il est en situation. Tu le sais beaucoup mieux que moi, d'accord? Pour un enfant en difficulté, c'est encore beaucoup plus une situation de résolution de problème. Demandons-lui pas d'écrire 2 pages. 5 lignes, c'est déjà quelque chose de majeur. Disons, de donner un sens à une phrase, c'est quelque chose de majeur. Mais moi, je suis émerveillé. Je dis tout le temps, quand on dit pédagogie universitaire, je suis émerveillé par les enfants. Mes expériences d'enseignant au niveau maternel et de première année, c'est là que j'ai réalisé que les apprentissages les plus difficiles, les plus complexes, c'est à cette période de la vie qu'ils se font. Apprendre à lire, à écrire, à compter, ce sont les apprentissages les plus complexes. Et les enfants les réussissent en autant que les enseignants qui les accompagnent rendent signifiants des apprentissages à faire dans leur construction, dans leur développement des connaissances. Donc, ça te rejoint, je pense, beaucoup, disons, en tant que tel. Anecdotiquement, Bloom, les Américains considèrent Bloom autant un grand savant que Piaget. Ils ont été, non pas en compétition, les gens, autant moi au début, quand dans ma carrière, on les mettait en compétition, ils ne sont pas en compétition. Les deux, c'était vraiment le développement intellectuel des individus qui les intéressaient en tant que tel. Ça te satisfait comme réponse? Oui. Avez-vous une question? Non. Il y a un point que je voudrais dire. Il y a juste une chose que je voudrais dire. Me permettez de dire, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Et. OK. Non, On passe le micro. Il y a deux dont j'ai fait mon prof d'université en terminant. Il y a Hunt en 88-90. C'est un Américain qu'on avait demandé d'évaluer les enseignements et les écoles aux États-Unis. Et le titre de son bouquin, c'est un sociologue américain qui s'appelle « 15,000 Hours ». Il était arrivé à la conclusion suivante. La conclusion suivante était des personnes ordinaires avec des outils ordinaires, ça donne des résultats ordinaires. Des outils extraordinaires avec des personnes ordinaires, ça donne des résultats ordinaires. Mais des personnes extraordinaires avec des outils ordinaires, ça donne des résultats extraordinaires. Moi, j'ai eu ce privilège de travailler avec des personnes extraordinaires. Ça fait peut-être peu, mais je le dis. J'ai eu ce privilège constant. La deuxième chose, l'avenir de la pédagogie à l'université, c'est un petit bouquin qui s'appelle Teaching Alone, Teaching Together. Dans lequel on nous dit les différents rôles de profs. Dans 10 ans, les profs seront obligés, 10-15 ans, de travailler ensemble. À cause du développement des technologies, à cause du développement de la connaissance, à cause des exigences de la société, à cause de la formation continue, un seul prof ne pourra pas jouer tous les rôles. On devra développer des expertises collectives. Et je le crois. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci. Non? Ça va. Merci beaucoup, René. Merci, Émilie. Bon, excusez-moi. Merci beaucoup, Valérie. Bien? Oui. Content? Oui, et toi? Ah, oui, ben